Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. On va passer 45 minutes ensemble pour parler d'un sujet qui est un peu provocant, il faut le dire. Vente d'immobilier neuf en ligne, est-ce que c'est la fin des bulles de vente? Je ne suis pas sûr qu'on vous donne toutes les réponses dans cette conférence. En tout cas, une chose est sûre, le débat est ouvert et la parole va circuler librement. Donc avec Christelle Marchand, directrice marketing chez Kaufmann Broad, chez Aurélien Charrère, directeur général chez Oswald, avec David Benbassal, patron de Bien Ici, et Alexandre Luquin, directeur commercial chez Édouard Denis Promotion. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, première question, on a quelques infographies à vous présenter, David, suite à une étude qui a été faite. Déjà, une première question, c'est d'abord faire le pitch un peu de cette conférence, de ce qu'on va apporter et de comment va s'articuler le débat. À vous. Merci Sylvain et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Effectivement, on pensait que c'était intéressant de s'intéresser au sujet de la vente en ligne de programmes neufs et de la bulle de vente. Comment effectivement la digitalisation a impacté les métiers de la promotion immobilière, quel impact ça a sur les organisations. Est-ce que le digital va tout remplacer ou pas? On le voit sur certains secteurs que c'est une réalité. Dans la promotion immobilière et dans l'immobilier d'une manière générale, la relation et le contact humain est toujours essentiel. On achète un bien immobilier une fois tous les 7 ans, c'est ce qu'on dit. En tout cas, il faut le faire effectivement toujours bien accompagné. Donc ces thèmes-là sont importants. On n'a pas traité encore sur Lorraine ce type de sujet et il est important qu'on se penche dessus. Donc afin d'introduire et de donner quelques chiffres, on a fait une étude auprès d'un cabinet qui s'appelle Optio afin de savoir si effectivement l'achat en ligne avait évolué et qu'en était-il de finalement l'appétence du consommateur sur l'achat immobilier et l'achat immobilier en ligne. Donc je vais vous donner, ça va durer 2 minutes, ne vous inquiétez pas, 3-4 chiffres, mais qui vont permettre de planter le débat et on va pouvoir rebondir dessus. Forcément, quelque chose que l'on connaît, 92% des Français achètent en ligne, c'est pas nouveau, mais le taux ne cesse d'augmenter d'année en année. Peut-être que nous serons un jour à 100%, en tout cas 92% aujourd'hui, c'est quand même un bon chiffre. Le deuxième élément, c'est le montant et le fait que cet achat en ligne est de plus en plus impliquant. En tout cas, on le considère et on va un petit peu plus loin. On dépense un peu plus d'argent. 24% des personnes qu'on a interrogées ont déjà effectué une dépense de plus de 1 000 euros. À ce chiffre-là, si on rajoute ceux qui sont prêts à le faire, ils sont 29%. Donc ça veut dire que si on fait le total, finalement, c'est plus d'un Français sur 2 qui est prêt à faire une dépense en ligne de plus de 1 000 euros. Donc je parlais d'achat impliquant, à partir de 1 000 euros, ça commence à ressembler à quelque chose. Et dernier chiffre, 40% des Français ont augmenté leurs dépenses en ligne depuis le début de la crise sanitaire. Forcément, je vous disais que ce 92% allait augmenter. La crise sanitaire, le marché, notre environnement, évidemment, fait évoluer nos manières de consommer. Donc ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Voilà sur cette première partie. On a été un petit peu plus loin et on s'est intéressé à l'immobilier et on leur a posé la question, est-ce qu'ils sont mûrs, est-ce qu'ils sont prêts à faire une réservation en ligne de logement neuf? Ben, figurez-vous que la moitié nous ont répondu qu'ils étaient prêts à réserver leurs biens immobiliers en ligne. C'est quand même nouveau comme donnée, ça. On a un petit peu creusé et on s'est dit, finalement, 50% qui sont prêts à acheter en ligne, qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous arrête? Parce que si on creuse et si on regarde les 30-44 ans, ils sont 55% à être prêts à acheter en ligne. Et pourquoi on est là aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a poussé une question supplémentaire qui était de dire, et alors, sur un achat en VFA, sur un achat immobilier neuf, ils sont 57% à se déclarer positivement prêts à acheter un bien immobilier neuf en ligne. Donc, à partir de là, on va pouvoir effectivement débattre. Dernier point, et j'en arrêterai là parce qu'effectivement, acheter en ligne, ça peut faire peur. Un achat immobilier, on a besoin de pas mal de garanties et de sécurité, au moins sur ce qu'on va acheter. Et sur le podium des attendus, pour convaincre et accompagner le réservataire, le premier truc, c'est le plan du bien. Ils nous ont tous dit, moi j'ai besoin pour acheter en ligne d'un plan. Le deuxième sur le podium, c'est la visite virtuelle. Forcément, voir l'aménagement, ça peut avoir du sens pour conforter ce futur acheteur. Et la dernière chose, c'est la modélisation extérieure du bien. Forcément, on veut être un petit peu rassuré sur l'emplacement. C'est bien les 3 leviers essentiels
a priori, pour ces futurs acheteurs immobiliers. C'est intéressant parce que c'est finalement le miroir à l'ensemble des recherchants immobiliers. En tout cas, c'est ce que nous constatons sur Bien Ici. Il y a une première approche de géolocalisation. Dans le neuf, on veut déjà voir le programme immobilier, où est-ce qu'il se situe. Ensuite, on va rentrer dans le programme et faire une visite virtuelle pour terminer sur le bien. Évidemment, tout ça est tout à fait cohérent entre le recherchant immobilier et celui qui va aller jusqu'à la réservation en ligne. Sylvain, j'en ai fini sur ces quelques chiffres pour lancer le débat. Alors, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a à la fois une modification des usages avec un comportement d'achat qui a changé. Tu l'as rappelé tout à l'heure, les consommateurs achètent plus et sont prêts à dépenser plus en volume. Ça, c'est un fait nouveau. 24%, c'est ce que tu as rajouté. Je précise juste quelques données numériques parce que c'est important. L'échantillonnage, Aurélien, a été fait sur 1019 personnes. Et sur l'échantillon, sur les comportements d'achat, ils étaient 442 répondants. D'accord ? Alors, c'est important que vous notiez ces chiffres, puisque pour la modélisation et les études de tendance, quand on travaille sur des profondeurs de marché, il y a toujours un chiffre à partir duquel, par exponentielle, on arrive à déterminer finalement des flux. C'est hyper important de le dire parce que c'est un sujet. Maintenant, ce que j'aimerais, pour lancer le débat, et là je vais parler aux professionnels qui sont avec nous, je vais commencer par Christelle Marchand, spécialiste de la promotion immobilière, une légende dans le métier, on peut le dire. Voilà. Christelle, juste une réaction sur les chiffres qui ont été énoncés dans cette étude avec Opsio par Bien Ici. Une réaction de consommatrice avant tout, c'est-à-dire qu'effectivement, nous les consommateurs, nous tous dans cette salle, on achète en ligne beaucoup plus et de plus en plus, et c'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas. Et effectivement, je crois que la pandémie a accéléré le mouvement et qu'on a appris à faire des achats plus importants, et donc l'immobilier coule de source dans cette histoire. Alors, réaction, Alexandre Luquin. Voilà. Bonjour à tous déjà. Alors moi, ma réaction par rapport à ces chiffres, je suis assez surpris sur ces chiffres parce que je ne pensais pas que autant de personnes étaient capables, étaient prêts aujourd'hui à investir en ligne. On parle de biens en VFA, donc déjà en fait on a un pourcentage de personnes en VFA qui est plus faible. Enfin, les Français sont moins aptes aujourd'hui à acheter en VFA, parce qu'on connaît la complexité de la VFA. Donc avoir 48, c'est 48%, c'est ça 48%, je trouve que le chiffre est bon. Et après, c'est vrai que ça va dans la tendance de la vente en ligne, de tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans la consommation quotidienne. Alors, c'est intéressant parce que en fait, on se rend compte que on pouvait choisir un restaurant sur Internet, on pouvait finalement choisir un certain nombre de produits sur Internet. Et là, on passe sur des achats qui sont quand même l'achat d'une vie. L'idée, c'est finalement d'aller sur un système de distribution ou un canal de distribution. Je te vois opiner de la tête parce que tu sais que c'est à toi que je vais poser la question, Aurélien. L'homme de la communication que tu es, moi, j'ai envie de te poser une question vraiment pour qu'on rentre dans le débat. Est-ce qu'il y a un comportement consumériste, entre guillemets, si tu veux, qui est nouveau et qui va nous permettre finalement, sur un canal de distribution bien spécifique, d'utiliser les outils nécessaires pour pouvoir justement accompagner les projets dans ce qu'on appelle communément le parcours résidentiel? En fait, il y a deux choses. La première chose déjà, c'est que pour prendre un peu de recul sur tout ça, l'immobilier, c'est le secteur le plus digitalisé. Aujourd'hui, on commence sa recherche immobilière en ligne. 90% des gens qui cherchent un bien immobilier le trouvent dans un premier lieu sur Internet. La deuxième chose, c'est que pourtant, jusqu'ici, c'était un canal qui n'offrait pas de possibilités complètement e-commerce. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en place, enfin qu'Edouard Denis, justement, a mis en place. Donc ça, c'est un peu la petite révolution. Et la troisième chose, c'est que tout ça, ça a été accéléré par le Covid, malgré tout. C'est l'effet positif de la crise, c'est que ça a accéléré énormément de choses. C'est ce qu'on disait, le comportement des consommateurs. Il est à prendre en compte. On voit que, par exemple, tout ce qui est accès au drive, etc., a explosé en fait. Les gens commandent leurs courses sur Internet. Tous les produits de grande consommation, les commandes sur Amazon ont explosé également. Et ces chiffres qu'on donne de 48% des gens qui sont prêts à acheter en ligne, il faut faire attention, il faut mettre une variable dedans tout de même. Ils sont prêts à acheter dès lors qu'ils ont un contact avec quelqu'un. Moi, le deuxième chiffre que j'aimerais opposer à celui-ci, c'est des chiffres qu'on a eu via des études de nos clients.
c'est 10% de capacité de vente 100% autonome. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on estime que dans le neuf, il y a 10% des acquéreurs qui sont capables d'acheter un appartement complètement seul sur Internet. Donc c'est très important de remettre ça dans le contexte, parce qu'effectivement, il y a une notion comportementale. Acheter en ligne, c'est effectivement quelque chose qui est accessible par un acheteur sur deux. Acheter seul, complètement seul en ligne, c'est envisageable par seulement 10% des acheteurs. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est justement de se dire, on a vu, plan 3D, visite virtuelle, modélisation du bien, ça permet la projection. Ce sont des outils qui sont évidemment indispensables, puisque quand on vend en plus de la VFA, on se rend bien compte que c'est un produit qui n'existe pas. Mais voilà, une personne sur deux est prête à acheter en ligne. Il faut comparer ça un petit peu avec le retail. C'est un peu comme si on disait, j'achète un produit de grande consommation, il y a effectivement des boutiques et il y a des points de vente en ligne, des sites e-commerce, des sites marchands. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une personne sur deux qui est complètement capable d'acheter accompagné en ligne, et 10% complètement seul. C'est à peu près la même voilà. Alors, on a fait le point justement pour cette première partie sur les comportements d'achat et essayer de les traduire un petit peu sur ce qu'on appelle le parcours résidentiel. La question, je vais la poser à toi, Christelle. Où est-ce qu'elle en est l'offre aujourd'hui ? Je vais préciser, quels sont les canaux de vente actuels des promoteurs et qu'est-ce qui est déjà digitalisé ? Voilà, panorama aujourd'hui des canaux de distribution. Alors, ce qui est digitalisé, évidemment, ce sont tous les outils qui permettent aux consommateurs de visualiser, de se représenter le bien auquel ils s'intéressent. Donc, on en a parlé, ce sont les plans, les 3D, les visites virtuelles, les vidéos, enfin tous les outils qu'on met à la disposition de nos clients pour qu'ils puissent découvrir l'appartement qu'ils envisagent ou la maison qu'ils envisagent d'acheter. Ça, c'est pour les outils. Ensuite, dans les canaux, si on peut le dire comme ça, il y a aujourd'hui des systèmes de vente à distance, c'est-à-dire que nos équipes de vente, qui sont, Aurélien le rappelait, encore complètement centrales dans le dispositif de vente, sont équipées d'outils qui permettent à distance ou en face à face, mais qui sont des outils digitalisés, de présenter un programme et, je dirais, de conduire le parcours d'acquisition ou en tout cas le parcours de pédagogie sur le produit. Alors ces outils, ce sont des interfaces, ce sont des applications. Chez Kaufmann & Broad, en l'occurrence, c'est une application qui a été développé, qu'on appelle le e-catalogue, et qui permet à nos clients et à nos vendeurs d'interagir sur un environnement qui est un environnement complètement packagé, dans lequel tous les outils sont retrouvés, dans lequel les informations du type contractuel, du type prix sont encore là, packagées et présentes, et qui est donc la bulle dans laquelle, alors la bulle, je fais exprès de le dire comme ça, mais la bulle dans laquelle ils interagissent. Alors justement, je voudrais juste qu'on rappelle des outils qui sont à la disposition des commerciaux, qui accompagnent le projet résidentiel de leurs clients, mais il y a une relation, j'allais dire entre guillemets, physique. C'est-à-dire qu'en fait, les deux, le commercial et celui qui veut acquérir, finalement, se projettent dans un univers un peu virtuel, modélisent et l'accompagnent. Donc, c'est intéressant, je voudrais le mettre en relief par rapport à ce que disait Aurélien. Tu disais, Aurélien, que 10% des personnes sont capables de faire ce qu'on appelle une vente autonome, de A jusqu'à Z. Ça veut dire que 90% d'entre eux, Christelle, ont besoin d'un accompagnement in situ, ou physique, ou au téléphone, avec le partage d'un outil digitalisé, numérique, qui leur permet de se projeter. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. En fait, pour bien comprendre ce que l'on constate et qui a été accéléré vraisemblablement par la pandémie et les habitudes de consommation qu'on a été obligé d'acquérir pendant la pandémie, c'est que le parcours d'achat se fait de façon de plus en plus autonome. Alors, Aurélien nous dit par son expérience, je crois partagée avec Alexandre, que 10% sont capables d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'aller réserver, mettre une carte bleue et réserver jusqu'au bout. Mais il y en a 90% au moins qui, à défaut d'aller jusqu'au bout, font leur parcours de façon autonome bien plus longtemps et bien plus loin que ce que l'on a pu connaître, en tout cas les gens de mon âge ont pu connaître. Ce que ça veut dire que l'intervention humaine, l'intervention d'accompagnement du client par un vendeur, pour être clair, je crois qu'elle est encore nécessaire, en tout cas elle semble être encore nécessaire au moins dans 90% des cas, mais elle arrive plus tardivement et le client, le consommateur a besoin de pouvoir trouver de façon autonome, c'est-à-dire là où il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, de la manière dont il le souhaite, toute l'information qu'il a envie d'avoir sur le bien qu'il envisage d'acheter.
Donc on pourrait, dans l'absolu, tracer le processus de décision dans l'accompagnement du projet résidentiel du client, en sachant que ce qui est nouveau dans le comportement, alors c'est beaucoup aussi parce qu'il y a des digitaux natifs qui font qu'aujourd'hui ils sont familiarisés avec l'environnement, la génération, ta C'est vrai. génération Aurélien, parce que tu es né avec, pas moi, hein, je vous le dis, mais tu es né avec, donc du coup, effectivement, cet accompagnement est plus tardif, mais nécessaire. C'est un peu la clé de voûte. Hein. Moi, je crois qu'il est nécessaire et je pense en plus que Et c'est... heureusement d'ailleurs, parce que franchement... Voilà, et je pense qu'en plus, c'est une marque de fabrique que de souhaiter qu'il reste nécessaire, parce C'est que clair. ça veut dire qu'on a quelque chose à apporter dans le conseil et l'accompagnement. Et je rappelle que en matière d'immobilier neuf, l'accompagnement ne s'arrête pas à la réservation, loin de là, Bien et sûr, c'est au ouais. contraire fondateur pour les 2 ans qui viennent après. Donc je pense que c'est très important de garder ce contact humain qui est le garant du bon déroulement du parcours, non plus d'achat, mais de devenir propriétaire. Mais effectivement, ça arrive plus tard et ça implique que le rôle du vendeur change vraisemblablement. On en parlera peut-être. Alors justement, on va en parler parce que ça aussi, c'est un changement important dans la maîtrise des usages aujourd'hui, dans le parcours résidentiel. Alexandre, même question, constat. Alors je sais en plus, toi tu es hyper branché sur le digital à fond, tu testes beaucoup de solutions. Ta première approche par rapport à ce qui a été évoqué. Juste, nous, déjà, les outils employés, en fait, le groupe Édouard Denis utilise depuis déjà plusieurs années des outils d'immersion, comme on le disait, donc des outils de maquette 3D, plan 3D, etc. Ensuite, sur tout le process et le parcours d'achat, la crise sanitaire a renforcé notre démarche digitale et donc on utilise donc la visioconférence et la signature électronique. Et en 2021, on a voulu en fait pousser encore plus loin la digitalisation du parcours client et du parcours de vente en expérimentant la vente en ligne 100% autonome et 100% digital. Alors c'est vrai que notre volonté en fait c'était de pousser les curseurs au maximum. En fait l'idée c'était de savoir en fait si aujourd'hui un client était capable seul de réserver un appartement, alors soit en résidence principale, soit en investissement, quitte à foirer le lancement. En fait, concrètement, on a beaucoup parlé avec Oswald et l'idée, en fait, c'était de savoir en fait jusqu'où pouvait aller le client dans sa réservation en ligne. Donc, alors déjà, pourquoi en fait on a souhaité créer ce nouveau canal de vente, parce que c'est un nouveau canal de vente. On a souhaité le créer justement suite à la crise sanitaire et on souhaitait vraiment être chez le client. On voulait vraiment, avec tout ce qui s'est passé, on s'est dit mince, on a pris un peu peur, on s'est dit on ne peut plus voir les clients, on ne peut plus faire de rendez-vous. Les bureaux de vente, c'est compliqué, ils sont tous fermés. Donc comment on peut aller chez le client? Et donc comment aller chez le client? C'est justement créer un outil qui permettra en fait au client de choisir lui-même son appartement et de réserver lui-même son appartement. Donc ça c'était notre première motivation. Mais la deuxième motivation et la motivation la plus importante pour moi, c'était de rationaliser les coûts de distribution. Alors je m'explique. C'est vrai qu'aujourd'hui et depuis plusieurs années, et ça s'accélère de plus en plus avec les mois qui passent, les prix des fonciers deviennent de plus en plus chers, le coût des matières premières explose, les coûts de travaux explosent, et aujourd'hui la seule variable d'ajustement qui permet d'agir sur le prix final au consommateur, c'est le coût de distribution. Donc nous, notre réflexion, c'était de se dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de proposer un bien immobilier avec un prix restant acceptable. Parce qu'on le voit, les prix ont flambé et ils augmentent tous les mois. En revanche, heureusement que les intérêts d'emprunt restent bas, mais la capacité à financer les clients, il y a un moment où ça va devenir un blocage. Donc voilà, nous, notre volonté, c'était justement d'agir sur le prix. La conclusion, non, je ne vais peut-être pas. Oui, non, mais Je vais peut-être m'arrêter là. Tu voulais y rajouter? Non, c'était après, on va peut-être parler dans un second temps de la conclusion. Alors, réaction, David, sur ce qui a été dit. C'est hyper important. Deux choses. On voit bien que dans l'accompagnement digital, les clients sont de plus en plus, on prenne de l'information par eux-mêmes et sollicitent le commercial bien plus tardivement.
Donc quelque part, il y a un effet closing et d'accompagnement plus physique, si je peux m'exprimer ainsi. 2, à la lumière de ce que dit Alexandre, il faut être très clair, hein, il y a moins de 47% de permis qui ont été octroyés cette année. C'est une tannée, hein, c'est une galère totale aujourd'hui. Pour remonter sur des chiffres aussi catastrophiques, il faut remonter à 1982. Donc, on a vraiment un problème d'accès au foncier, et à l'heure même où on nous dit de ne plus construire. Enfin, je caricature, mais c'est ce qu'on appelle des contraintes absolues. Deuxième chose, les promoteurs ont besoin de sortir aussi leurs produits. Donc, effectivement, comme l'a indiqué Alexandre, la variable d'ajustement pour rendre acceptables les prix en sortie, avec les explosions que tu as parlé, prix du foncier, matières premières, problématiques des travaux et autres, ça peut être une solution. Et du coup, le digital va permettre d'optimiser ce qu'on appelle le coût de production, peut-être. Est-ce qu'on approche de quelque chose, là ? Il va peut-être améliorer le coût de commercialisation. Mais ça va dépendre des organisations qui vont être mises en place par les promoteurs immobiliers et de leur propre stratégie. Il y a plusieurs façons de distribuer un programme immobilier. Kaufmann a une stratégie, Édouard Denis en a une autre. C'est à chacun de s'appréhender ses outils. On parle bien d'outils, hein. Le digital est un outil, il ne remplacera pas, à mon avis, il complète la relation humaine et il intervient à des moments pertinents. Je fais le parallèle avec l'ancien. Pendant la crise sanitaire, qui aurait cru qu'on ait pu acheter un bien ancien qui existe, qu'on peut visiter, à distance, en signant un compromis en ligne et en passant par une visite virtuelle. Personne n'y croyait, ça a été fait. Alors, on n'a pas fait 100% des ventes pendant la période en ligne, mais en tout cas, on est passé à une étape suivante. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, techniquement, de le faire pour le neuf ? Rien. Techniquement, ça fonctionne. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui travaillent sur cette technicité de signature, de relation client et après d'embarquement du client jusqu'à la livraison. Ça existe déjà. Ce qu'on n'a pas encore fait, et je pense qu'il est pertinent de faire, et Édouard Denis l'a expérimenté, c'est d'aller s'intéresser finalement aux besoins du client, aux recherchants et à cet accompagnement qui est essentiel. Parce que qu'est-ce qui fera qu'une vente en ligne fonctionne ? C'est finalement tout ce parcours d'achat complet qui permet d'identifier le besoin du client, donc on le qualifie, et de l'accompagner jusqu'à la sélection, l'identification et finalement l'achat du bien en ligne. Donc, on parle d'économie, oui, il doit y en avoir, d'économie de commercialisation, mais aussi cette vente en ligne, elle peut intervenir à différents moments de vie du programme. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est oui, ça peut fonctionner sur un lancement, oui, ça peut fonctionner aussi sur, à mon sens, des programmes, des queues de programme, parce qu'on ne va pas peut-être laisser une bulle de vente jusqu'à la fin de la commercialisation, ça coûte beaucoup d'argent. Voilà, si on ne fait pas, on peut parler d'économie dans ce sens-là. Alors, justement, réaction, Christelle, sur ce que vient de dire David, et tu l'as dit, hein, je vais être un peu provocant, Christelle. Est-ce que c'est la fin des bulles de vente ? Est-ce que la bulle de vente ne s'est pas déplacée dans un autre univers, plus virtuel, plus autre ? Je pense que c'est indéniablement pas la fin des bulles de vente, mais une façon complètement différente d'envisager le rendez-vous sur un site de construction avec un client, c'est certain. Moi, j'aime beaucoup ce que vient de dire David. Il a dit le digital, c'est pas une stratégie, c'est un outil. Et moi, je suis très convaincue de ça. Il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire que le digital, c'est un des outils dans la panoplie d'outils qui est à notre disposition pour bien accompagner nos clients dans leur parcours d'acquisition et ensuite dans leur parcours d'achat jusqu'à la livraison. Et c'est intéressant parce que le digital, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un continuum. C'est un magnifique outil pour faire le continuum entre le moment où on a un prospect qui s'intéresse vaguement à un programme et le moment où on lui livre son logement. Donc déjà, rien que pour ça, c'est très intéressant. Est-ce que c'est la fin des bulles de vente ? Évidemment, c'est la bonne question. Moi, je sais en tout cas que depuis de nombreuses années, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, il y a plusieurs années, les bureaux de vente ne sont plus fréquentés par du passage. Ça n'existe plus et je crois pouvoir dire que quel que soit pour le coup, Alexandre, tu me démentiras ou pas, mais la stratégie des promoteurs, il n'y a pas de promoteur qui continue à avoir du passage. Donc le bureau de vente n'a en tout cas plus la même fonctionnalité, c'est évident. C'est autre chose. C'est un endroit où on donne rendez-vous. Donc dans la mesure où ça devient un endroit où on donne rendez-vous,
le fait que ce soit une bulle de vent sur le chantier perd un peu de son sens ou en tout cas de son importance. Donc ça, c'est un premier sujet. Après, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin quand même d'avoir des points de vente ou en tout cas des points d'accueil de nos clients. Donc il faut peut-être réinventer la manière dont on crée des endroits pérennes, identifiés, dans lesquels un client peut venir à la rencontre de sa marque et donc de son acquisition. Encore une fois, entre le moment où il a acheté et le moment où il va être livré, il se passe au moins 2 ans. C'est pas mal qu'ils puissent quand même nous trouver quelque part. Donc ça, c'est une première dimension de la notion de point de vente. L'autre dimension, c'est une dimension très commerciale et qui est pour le coup événementielle. C'est-à-dire que oui, je pense qu'à des moments précis de la commercialisation d'un programme, alors notamment au lancement, bien sûr, où le lancement, c'est un événement dans une vie de quartier. Donc ça peut être intéressant qu'on y prenne part en s'installant, ne serait-ce que quelques semaines dans ce quartier, donc avec une bulle de vente. Donc oui, la bulle de vente au lancement, elle peut avoir du sens. Et puis elle peut avoir du sens à d'autres temps de commercialisation, des temps forts, des événements qu'on crée parce qu'on est au début des travaux ou bien à des moments de relance commerciale. Mais je ne crois plus à la cabane au pied du chantier pendant 2 ans et demi. Voilà, pour répondre clairement. Oui, alors enfin, moi quand je t'entends, je me dis finalement, cette bulle de vente, ça va devenir un lieu d'expérience, une agora, si je peux me permettre l'assertion, qui a une empreinte à l'échelle de la rue, du quartier, dans lequel, tu parlais d'événements, qui vont marquer la vie de la personne dans son accompagnement. Parce que ce que tu as dit est très juste, ça me plaît beaucoup, le mot continuum de la relation, à travers finalement des outils qui ne sont là que pour supporter la relation humaine. Hein. C'est vraiment ça. Et alors justement, je voudrais qu'on approfondisse cette question, mais déjà un commentaire, on va dire, dans le comportement d'achat ou cette volonté. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience immersive, on parle de modélisation, on essaye de se projeter, et franchement, c'est absolument génial. Moi, j'ai testé des expériences avec des hologrammes, je trouve ça remarquable. Oswald, toi qui es l'expert de la com, comment tu vois ça? Ce lieu qui n'est plus la bulle de vente, comme le rappelait justement Christelle, avec le préfab, je caricature, hein, où tu avais le mec qui était installé au bureau un peu à l'ancienne, mais c'est vrai qu'il y avait du passage, pour le reconnaître à l'époque. Quand on sait qu'aujourd'hui 92 ou 95% du parcours résidentiel David, c'est Internet, donc forcément c'est un lieu de rencontre avec du rendez-vous, etc. Voilà. Aurélien. Alors déjà, effectivement, moi je suis d'accord sur le fait que aujourd'hui, la bulle de vente traditionnelle telle qu'on la conçoit, c'est quelque chose qui est un peu en voie de disparition parce que c'est plus justifié. Et puis en plus, tu l'as dit très bien, Alexandre. La bulle telle qu'on l'imaginait. Telle qu'on l'imaginait. Par contre, physiquement, il peut exister quelque chose. Comme je pense que effectivement, notre conviction, avec toute l'expérience qu'on mène, etc., c'est de dire que le point de vente, en revanche, est nécessaire. On l'a vu, 90% des acheteurs ont besoin d'un contact. 50% seulement d'entre eux, 1 sur 2 seulement, a besoin d'un contact physique. Les autres peuvent tout faire en visio, dématérialisé, etc. Il y a une nouvelle notion en fait qu'on est en train de mettre en place, quelque chose dont on ne parlait pas vraiment quand on travaille avec les promoteurs, en fait, c'est le drive to terrain. On parle beaucoup de drive to store, etc. dans le retail. Un drive to terrain, en fait, on va web to terrain. Donc en fait, on va amener les gens à aller sur le terrain directement et on va leur permettre de se projeter. Aujourd'hui, ce qui nous manque réellement, on l'a dit, hein, on l'a regardé sur les statistiques tout à l'heure. On va vouloir les projeter dans leur appartement et dans leur immeuble, il n'y a aucun problème. Mais une fois arrivé sur place, je pense que la problématique de l'expérience, ça va être de dire justement comment je le projette sur ce qui va arriver. Alors c'est facile de projeter sur un bâtiment en région parisienne qui est déjà entouré d'un environnement existant, mais quand vous allez sur un quartier ou quelque chose qui peut être un peu plus rural, etc., on en parlait, ça va être un challenge qui est bien différent. Je suis d'accord sur le fait qu'on va avoir besoin, je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'expériences sur terrain. Est-ce que ce sont des points fixes? Je ne pense pas. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau modèle à inventer sur des points qui sont totalement mobiles, qu'on va louer à la semaine, sur lesquels on va avoir pourquoi pas des rendez-vous, avec même pourquoi pas de la prise de rendez-vous instantanée et ce genre de choses qui sont proposées. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle expérience, je suis complètement d'accord pour le dire, elle est constituée de 2 points. Elle est constituée d'un point sur le terrain pour projeter dans le futur et dans la construction. Ça, on est tous d'accord pour le dire. Un point de préférence qui sera mobile, il faut réinventer ça parce que ça existe, ça a été fait, mais ce n'est pas encore développé. Et il y a aussi une notion qu'on va qualifier de showroom.
On a des acteurs sur le marché qui le font et qui le font très bien. Ce sont des points de vente qui sont pérennes. Oui, c'est ce qu'on appelle des concept stores. C'est des concept Ah, stores dans ouais. lesquels on va un peu faire l'apologie de la marque, rassurer sur la qualité, prendre le temps de recevoir les gens Ouais, sur rendez-vous, etc. Ça, on peut le faire sur des grosses structures et sur des petites structures qui sont un peu plus locales, qui ont la possibilité d'être présentes. Quoi qu'il en soit, c'est très inspiré aussi de toutes les startups du digital. On parle du retail, le retail fait ça. Maintenant, il y a des marques qui sont complètement vendues en ligne, mais on peut aller sur showroom pour un petit peu expérimenter le produit et le toucher, etc. Donc ça, c'est pour moi la réponse qui serait un peu la plus logique dans l'avenir, c'est-à-dire effectivement la bulle de vente, ma conviction telle qu'on la connaît aujourd'hui doit disparaître entre guillemets puisque c'est la variable d'ajustement des coûts de distribution et elle n'est plus tant nécessaire, notamment il faut prendre en compte le comportement des consommateurs qui arrivent. Le gros vivier de consommateurs sont les primo-accédants, donc qui dit primo dit quand même plus jeunes, qui sont très habitués au digital, qui sont aussi dans une demande d'instantanéité forte et qui ne savent plus prendre de décision. Il faut prendre ça aussi il faut garder ça en tête. Les jeunes générations ne savent pas prendre de décision. Elles ont besoin qu'on les incite fortement. Donc pour ça, le digital leur permet d'amener la solution et le produit. Et en fait, on leur amène, on choisit à leur place. C'est un peu la plaie malheureusement des réseaux sociaux qui nous formatent à un produit. Et bien c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le vendeur, en ce sens, effectivement, l'aide dans la prise de décision. Il est très important. Alors, sur T'as le remarqué principe, que c'est le plus jeune d'entre nous qui dit ça. Oui, oui. Non, Moi, mais, je le note. oui, alors c'est important. Non, mais tu sais, quand tu le dis comme ça me fait un peu peur quand même. Hein. Tu vois, sur le sentiment, là, tu vois. Tu voulais réagir là-dessus, Christelle? Parce que Non, j'ai le pas concept store, ça te plaît, cette idée? Moi, ça me plaît beaucoup. Je suis Un côté cosy, sympa, de réception. et un côté expérience de la marque. Ouais, Je pense bah oui. qu'effectivement, à un moment donné, le contact avec ce qu'est la marque, il se fait dans un lieu physique et il se fait avec des rencontres humaines. Donc, c'est vrai que la notion de showroom, enfin, chez nous, ça s'appelle des showrooms, chez d'autres promoteurs, ça s'appelle autrement, mais c'est très important et je pense que ça le deviendra de plus en plus. Et ça doit effectivement jouer en réponse avec ce qui se passe sur le digital, en autonomie, ce qui se passe sur le digital de façon accompagnée, et puis ce qui peut se passer de façon plus événementialisée, quelques semaines ou quelques fois, sur un programme donné, sur un site donné, avec peut-être une nouvelle génération de bureaux de vente. Tu voulais intervenir, David? En fait, c'était pour poser une question, parce qu'il m'a fait flipper, Aurélien, quand même. Sur les profils. Oui, bah oui. Quels sont les profils qui vont en bulle de vente? Quels sont les profils qui sont capables d'acheter en ligne? Est-ce qu'on ne se fait pas une mauvaise idée? En fait, je n'ai pas la réponse. J'aurais bien aimé poser la question à Alexandre. Oui. Est-ce que c'est des jeunes de 30 ans qui vont acheter en ligne et c'est que des vieux qui vont en bulle de vente? En fait, qu'est-ce qui fonctionne et finalement, c'est quoi l'histoire? Et même les profils, il y a l'âge, il y a le profil d'investisseur, de primo, de secondo. En fait, comment c'est... Alexandre. Déjà, la première question, quel est l'âge vieux, quel est l'âge jeune? Aurélien, tu as quel âge? J'ai 31 ans. 31 ans. Donc c'est jeune ou c'est vieux? Je ne sais pas en fait. En fait, juste, alors pour revenir sur l'expérience de la vente en ligne, donc le concept a été poussé au maximum, hein, sans intervention humaine. Alors je ne suis pas en train de dire que c'était la bonne solution, hein. Nous, on voulait faire un test, hein. C'était le test. Maintenant, Non, mais tu voulais aussi pour moi, évaluer c'était quelle pas la était bonne solution. capacité en volume Voilà. d'un accompagnement, enfin, Ouais. d'une autonomie complète, c'est ça en fait? Tout à fait, exactement. Donc pour répondre à ta question, hein, l'âge moyen, c'était 39 ans. 39,4. C'est très vieux. Hein, ça. Alors 80%, 80% de primo-accédants en résidence principale et 20% d'investisseurs. Pour les CSP, on était très surpris parce que moi je pensais qu'on avait... Alors d'une part, je pensais que la population allait être plus jeune, même si 39 ans c'est très jeune. Je pensais que la population allait être encore plus jeune. Et je pensais que les profils allaient être différents parce qu'en fait on a des profils qui vont de l'artisan au directeur juridique, comptable. Enfin, voilà, donc on est sur un panel de CSP assez large. Et donc c'est décourageux. Aujourd'hui, investir, prendre une décision derrière son écran, je trouve qu'il faut avoir beaucoup de courage. Il faut avoir beaucoup de courage parce que c'est justement, nous, on ne souhaitait pas avoir d'intervention humaine. Donc pour un client, un prospect qui est devant son écran, qui décide de réserver lui-même et de se faire un avis, alors déjà d'une part sur la marque, parce qu'aujourd'hui, quand un client a une question sur le promoteur, sur
sur la façon dont on a l'habitude de travailler ou la notoriété de la marque, il y a un vendeur qui est capable de lui expliquer et de répondre à ses objections. Là, le seul moyen, le seul référentiel du client qui achète en ligne, c'est d'aller voir en fait sur Internet ce qu'on dit sur la marque. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu compliqué parce que, comme vous le savez, on va avoir que des mécontents souvent qui font des témoignages sur Internet et les contents n'y vont pas forcément. Donc ça, c'est des objections qui sont compliquées à lever. Quand le client est seul devant son écran, alors c'est compliqué pour le promoteur, bien sûr. Et pour notre expérience, donc en fait, on a fait 20% de réservation. Donc on a réservé 20% du stock en totale autonomie. Alors, c'est plutôt en pourcentage, c'est un bon chiffre, c'est un beau chiffre. 20% de réservation sur la première semaine de lancement, c'est un très bon chiffre. Alors, c'était une petite résidence, c'était une résidence de 40 logements, donc vous faites le calcul, 20%, ça fait 8 réservations. 8 réservations, donc c'est 8 courageux, 8 personnes qui ont été capables de faire une réservation en totale autonomie. Maintenant, moi, je mettrais un bémol et je rejoins Christelle sur le fait que le site de vente en ligne, c'est un outil, c'est pas le site qui va faire des ventes, concrètement. On a absolument besoin de l'humain pour être efficace. Et aujourd'hui, en tant que promoteur, on veut être efficace, on veut avoir des résultats. Donc concrètement, on aurait, à mon sens, mis une intervention humaine dans le process de réservation. Je pense qu'on aurait fait 3 fois plus de réservations. Donc c'est vrai qu'on a mis en place donc, ce site de vente en ligne. Je pense que ce site de vente en ligne, c'est pas. Je pense qu'il faudrait l'améliorer et plutôt l'appeler de réservation en ligne, parce que pour moi, il faut avoir une première démarche, une intervention humaine avant le lancement, sous forme de R1, si on reprend R1, R2, R3, R4. Donc ça, c'est la méthode de vente de l'immobilier. Donc le R1, on est plutôt sur une présentation du groupe et une présentation du projet en présentiel, en physique. Ensuite, le R2 qui est le choix en fait de l'appartement et R3 qui est la réservation. Je pense que R2 et R3 peuvent se faire sur un site de réservation. Et ensuite, il faut une intervention au R4 de confortation, donc une intervention de l'humain en confortation au R4. Donc, nous, par rapport à cette expérience qu'on a vraiment voulu, c'était un crash test, c'était vraiment voir ce qu'on allait... même si le résultat est satisfaisant, il était satisfaisant, on aurait préféré faire plus. Donc ça nous a permis aussi de faire un bilan et de voir ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait moins bien. Donc voilà, donc je pense que l'humain doit rester présent. Le vendeur est une variable qui est indispensable à la vente pour un promoteur. Maintenant, les outils, c'est un outil qui pourrait remplacer un bureau de vente soit au lancement, parce que c'est vrai qu'on a au lancement commercial sur des bureaux de vente, on a souvent des files d'attente. Et gérer des files d'attente pour un promoteur, c'est compliqué. Et moi, j'ai eu l'expérience d'avoir des files d'attente une semaine avant le lancement. Donc concrètement, quand vous avez 50 personnes une semaine avant le lancement et que vous devez faire venir un huissier, ça peut être compliqué. Donc gérer des files d'attente via un site de réservation en ligne, c'est plus simple. Ça peut être intéressant parce que concrètement, c'est eux qui réservent directement. Ah oui. Donc s'ils sont deuxièmes, ils seront deuxièmes. S'ils sont dixièmes, ils seront dixièmes. Non, mais et le surtout premier sera le meilleur. S'ils font des files d'attente, tu vas forcément générer des mécontents. Oui. Des gens qui estimeront qui ont été Exactement. laissés, etc., etc. Et donc tout ça, c'est facteur d'accroissement de l'insatisfaction, parce que tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est un sujet important. Christelle. Oui, moi ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en fait, la vente en ligne, quels que soient les outils qu'on utilise pour la faire, elle a quand même comme caractéristique première de nous aider à bien connaître nos clients. On se rend compte que par une découverte du client, par un module interactif qui nous permet de lui faire dire des choses sur sa requête, sur son budget, sur ce qu'il recherche et qui il est,
Si on travaille bien, nous promoteurs, donc c'est ça la question, ça veut dire qu'on connaît beaucoup de choses sur nos clients et ça veut dire qu'on peut mieux les servir, qu'on peut mieux répondre à leurs attentes de façon plus réactive et de façon plus précise. Donc je crois que ce que l'on doit comprendre, nous promoteurs, et c'est, je crois, pouvoir dire que c'est ce que vous avez appris de ce que tu appelles le crash test, c'est que c'est vraiment un outil qui nous, enfin ce sont des outils, il y en a plusieurs, qui nous permettent d'être meilleurs. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de progresser et d'être de meilleurs prestataires pour les gens qui nous font vivre. Parce que, en fait, dans ce qu'on dit, quelque part, il y a un facteur qui est lié vraiment à une totale maîtrise des usages. Parce que ce qu'on peut déjà répondre de façon intermédiaire, c'est que, en fait, on dit que c'est pas la fin des bulles de vente, on dit simplement que le lieu qu'on appelait la bulle de vente devient autre chose. Hein, c'est ça qu'on dit. Ça. On dit aussi que l'impact chez les promoteurs de la vente 100% en ligne, tu l'as clairement et très bien expliqué. Tu as testé le modèle pour savoir quelle était en volume la possibilité d'une autonomie complète de la vente, mais tu as ajouté quand même dans la même réponse qu'à un moment donné, s'il y avait eu intervention humaine, tu aurais triplé ce chiffre. Donc on voit bien la conjonction en fait des deux facteurs hein, là-dessus. Alors, avant de vous donner la conclusion, est-ce qu'il y a dans le public des personnes qui veulent poser une question? Voilà, une question. Je vais prendre le micro d'Alexandre. Voilà. Voilà. Je vais vous donner... Voilà, à qui vous voulez poser la question? Alors. Bonjour, Thomas Penet du Cogedim. Tout d'abord, merci Alexandre d'avoir été pionnier sur ce projet, parce que je pense que ça va faire évoluer toute la promotion. Une petite question pour savoir si vous envisagez du coup en 2022 d'industrialiser ça de manière plus importante. Peut-être question également pour Christelle. Et deuxième question, vous parlez de l'évolution donc pour les vendeurs. Comment vous voyez du coup la place des vendeurs dans un système où ils seront peut-être derrière un écran, sur cette plateforme? Voilà. Comment vous voyez tout ça? Donc, voilà. Alexandre, Christelle, pour démarrer peut-être. Christelle. Pour la question 2022, plus de ventes de ce type-là, oui et non. C'est-à-dire que nous, ce qu'on envisage chez Kaufmann & Broad, c'est effectivement de déployer de nouveaux outils qui nous permettent, qui permettent à nos clients de façon autonome et en ligne d'aller, de travailler sur leur parcours d'achat tout seul. Donc ça, oui. En revanche, pas de vente 100% en ligne chez Kaufmann & Broad au programme. Alexandre? Alors, moi, pour répondre, vente 100% autonome et 100% digital, pour le moment, non. Maintenant, si demain, on a un programme extrêmement premium dans un marché hyper tendu qui se vend tout seul, pourquoi pas? Mais concrètement, pour que ça fonctionne de façon autonome, il faut vraiment qu'on soit sur un emplacement vraiment de premier choix. Nous, le test qu'on a fait, c'est sur un programme à Villeneuve-la-Garenne. Alors, on n'est pas à Boulogne, on n'est pas dans le 16e ou autre. Enfin, c'était Villeneuve-la-Garenne. Donc, en fait, on avait besoin quand même si le marché était hyper tendu et que ça a fonctionné, je pense que pour que ça fonctionne de façon 100% autonome, il faut qu'on soit vraiment dans un super emplacement et à un prix plutôt agressif. Donc, de façon totalement autonome, on verra en fonction du programme qu'on aura dans les prochains mois. Mais sinon, le site de vente en ligne ou de réservation en ligne, on pourra le réutiliser et je pense qu'on va le réutiliser sur les mois qui viennent. Alors, on ne va pas le systématiser, mais on peut le réutiliser et en le réutilisant, pour répondre à votre question sur la place du vendeur dans le parcours de vente, c'est ce que j'expliquais, c'est que si on réutilise le site de réservation en ligne, le vendeur aura sa place avant et après la réservation, avec des coûts de distribution qui seront un peu plus faibles, parce qu'à partir du moment où une partie du travail du vendeur sera externalisée sur le site de réservation en ligne, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais les honoraires internes vont baisser et donc on pourra avoir un prix plus accessible. Ce prix sera plus accessible aussi pour le client parce que lui aussi doit travailler, parce que c'est à lui de chercher son appartement, c'est à lui de réserver en ligne. Et donc la contrepartie, c'est qu'on lui propose un prix plus accessible.
Merci Alexandre. Aurélien, Ouais, réaction moi, rapidement. Voilà, je voulais juste ouvrir aux autres clients, puisque là, effectivement, aux autres promoteurs, nous, on a de nombreux clients qui ont déjà annoncé le lancement de tests sur le premier trimestre 2022 de vente. Alors attention, il faut bien, c'est ce que tu disais, je ne crois pas que ce soit encore dans les tuyaux d'avoir de la vente 100% autonome sur un programme complet, Oui. puisque ça me paraît très complexe de vendre 100% du stock en autonomie totale, à moins qu'on soit sur un marché tellement pénurique que dans ce cas, ce serait vraiment une réelle économie. Mais plutôt un canal de vente nouveau qui permettrait de faire de la concrétisation un peu n'importe où, n'importe quand. Et donc, c'est un service qu'on apporte. Exactement ce que disait Christelle, l'outil, encore une fois, l'outil qui supporte la relation humaine. C'est bientôt l'heure de la conclusion, je te la laisserai faire. Oui, bien Moi, sûr. je trouve juste ça extrêmement positif. Les promoteurs sont prêts. Thomas Penet est prêt aussi, parce que s'il pose la question, c'est que ça l'intéresse. Et le consommateur est prêt. Le consommateur, ce qu'il attend, c'est qu'on s'intéresse à lui et qu'on lui permette de gagner du temps et de lever tous ses freins à l'achat immobilier. Un des freins à l'achat immobilier, en tout cas que je considère un petit peu compliqué, c'est effectivement la projection dans le futur logement. Ça n'existe pas. Et le deuxième, c'est tout ce processus effectivement de rendez-vous qui est inéluctable, qui est important pour être réassuré par le commercial. Par contre, il y a un truc qui est super pénible. C'est la signature en 3 exemplaires du contrat de réservation qui fait 75 pages avec tous les diagnostics, les machins. Ça, je ne vais pas dire que c'est un frein immuable, mais en tout cas, on peut faciliter la vie du consommateur et en même temps créer une relation un petit peu différente. Donc oui, les organisations vont peut-être changer. Oui, il faut garder ce lien avec le commercial, mais en tout cas, la recherche immobilière existe déjà totalement digitale avec des projections possibles sur l'immobilier neuf. Il faut juste mettre un petit peu plus de poids du corps sur la partie commercialisation. Tu voulais Mais la ajouter signature rapidement. électronique, aujourd'hui, elle existe même en face à face. Et elle est indispensable. Bien sûr. Voilà, c'est l'heure de conclure. Je voudrais qu'on fasse le verbatim un petit peu de notre rencontre. Merci, c'était super intéressant. Pardon, oui, on a une question. Alors, vraiment très rapidement, venez avec moi. Venez. Très rapidement, parce que on a une contrainte de temps, c'est toujours pareil. Mais les personnes pourront rester, si vous voulez bien, peut-être dans les couloirs et continuer la conversation. Bonjour, très rapidement du coup, Stéphane chez Nexity, Stéphane Arseunier. Vous avez souvent opposé dans vos discours le fait d'être autonome et d'être seul. Pourquoi l'opposer alors que finalement on peut être autonome 100% en ligne et sans être seul, avoir des conseillers? Alors je vais faire un parallèle avec les banques en ligne qui pour moi sont le meilleur exemple. À l'heure actuelle, quand vous êtes dans une banque en ligne, vous pouvez faire tout seul, vous êtes en autonomie totale, mais vous n'êtes pas seul. Et notamment dans des achats très engageants comme le crédit immobilier, vous pouvez faire des crédits de 500, 1 million d'euros en autonomie sans être seul, qui est quand même quelque chose de très engageant comme un achat immobilier. Donc finalement, est-ce que les bureaux de vente vont vraiment rester sur ces tranches de population qui sont déjà habituées à faire des choses comme ça en autonomie, qui vont devenir de plus en plus majeures finalement dans les achats? Voilà, du coup, vous parliez aussi de tout ce qui est relation à la marque. Finalement, on peut avoir une relation à la marque sans avoir besoin de présence physique par des indicateurs comme la recommandation client, la satisfaction client. Donc, du coup, est-ce que les banques en ligne ne peuvent pas être finalement un modèle pour cette transformation? Merci. Wow. Très rapidement une réponse et Ouais, qu'on puisse conclure. Non, mais rapidement pour la réponse, c'est en fait, je n'oppose pas le seul et autonome. C'est que nous, on voulait que le client soit seul et autonome, en fait. En fait, je ne l'oppose pas. C'est juste que nous, en fait, dans notre concept, c'est on voulait vraiment qu'il soit seul et autonome. Après, je sais pas si tu veux répondre. Je pense, Alexandre, il y avait vraiment la notion de test et même de crash test dans l'expérience. Mais effectivement, autonome ne veut pas dire seul et surtout ne veut pas dire ne pouvant pas faire appel à tout moment à un conseil donné justement, dispensé justement par la marque à travers ses vendeurs. Voilà, je vais conclure et bien évidemment, les protagonistes pourront rester avec vous dans les couloirs, bien évidemment, pour répondre à vos questions. Et d'ailleurs, tout à l'heure, à 15h30, nous avons une table ronde sur Radio Imo sur laquelle on va prolonger la conversation. Moi, je retiens 3 choses. Je retiens d'abord le fait, tout à l'heure, tu l'as rappelé, David, mais je voudrais qu'on revienne dessus sur les 3 facteurs qui font qu'effectivement, on se dirige vers ce processus. Tu as parlé de modélisation, tu as parlé du plan du bien et tu as parlé de la visite virtuelle. Les 3 points très importants aussi. Tu as aussi évoqué, vous avez tous évoqué, le fait que, et ça c'est très rassurant pour un vieux comme moi, de se dire finalement que le digital c'est un support outil qui permet d'accompagner et que quelque part aucune application ne remplacera une poignée de main. Si je peux me permettre les choses comme ça. Ça veut dire que cette intervention humaine, elle est simplement multipolaire.
elle change et le lieu change. Le lieu, il ne change pas forcément physiquement, parce qu'il peut être aussi à proximité, mais c'est un lieu d'expérience nouveau. C'est un lieu de réception qui est cosy, qui permet d'accompagner, de répondre, mais aussi d'accompagner, comme tu l'as rappelé très justement, et j'aime beaucoup ce terme, d'assurer ce continuum dans la relation. Quatrième point, et tu l'as rappelé Alexandre, c'est-à-dire qu'en fait, tu as évalué l'impact dans le coût de distribution en allant au bout de ton analyse. Tu as abouti à, disons, 20% sur un programme finalement qui était plutôt pas mal. Reste encore à parler des programmes intermédiaires sur des villes avec plus de détente, etc. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on voit bien qu'il y a une place de l'humain qui va changer, qui va muter, qui impacte l'organisation, qui impacte donc le coût de production par rapport au coût de commercialisation. Et ça, c'est nouveau aussi dans le plan de promotion ou dans les bilans de promotion quand vous montrez vos projets. Voilà, je voudrais qu'on fasse une ovation à David Benbassa, directeur général de Bien Ici. Voilà, avec plus d'enthousiasme si c'est possible. Merci. Voilà, Aurélien Charrère, directeur général chez Oswald, l'homme de la com. Christelle Marchand, directrice marketing chez Kaufmann & Broad. Et Alexandre Luquin, directeur commercial chez Édouard Denis Promotion. Merci à toutes et à tous. Nous fédérons, nous remettons l'humain au cœur du digital parce que la technologie seule est inutile. Nous défendons notre communauté. Nous valorisons les individus pour qu'ils retrouvent leur légitimité. Nous connectons les femmes et les hommes. C'est notre vocation.